Je suis passé, je vous l'ai dit précédemment dans cette formation, je suis passé d'un peu plus de 200 fans sur ma page Facebook à plus de 100 000 fans en relativement peu de temps, quelques mois, un petit peu moins d'un an. Et ceci en utilisant des stratégies toutes simples que je vais vous expliquer maintenant. Et ces stratégies, je les ai découvertes en discutant à table avec quelqu'un qui faisait partie d'un mastermind. Ce sont les mêmes stratégies qu'est venu nous expliquer de façon plus détaillée Reed Tracy, qui est le fondateur de Hay House Publishing. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hay House, c'est la plus grosse maison d'édition de livres de développement personnel au monde. C'est eux qui éditent Wayne Dyer, qui est décédé récemment d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo. C'est eux qui éditent Brendon Burchard, avec son livre Motivation Manifesto, et beaucoup d'autres auteurs qui sont connus à l'international. Et ce qui est fascinant dans la façon dont fonctionne Hay House, c'est qu'ils sont toujours à la recherche de façon de révolutionner leurs sources de prospects et leur modèle d'affaires. Et donc, quand Reed Tracy s'inscrit au mastermind dont je fais partie aux États-Unis, il a dit « Je m'inscris parce que je veux vraiment découvrir cette méthode de lancement orchestré. » Et quelques mois plus tard, il a dit « On va faire notre premier lancement, un petit lancement de test. » Donc, il a généré 800 000 $. Bon, voilà, un petit lancement de test. Et ensuite, il a dit « Bon, ben, ça marche, votre technique. » Donc, cette année, là, on est à la fin de l'année, ils ont exécuté environ, je crois qu'à ce jour, ils ont exécuté 18 lancements cette année. Ce qui est pas mal, 18 lancements orchestrés en 11 mois, d'accord. Et l'année prochaine, ils prévoient, du coup, Mathieu dit, de se lancer sérieusement là-dedans. Sachant que leur plus petit lancement est aux alentours de 600 000, si je ne fais pas erreur. Et ce que fait Reed, ce n'est pas ce que lui-même fait, mais ce qu'il a délégué à son équipe, c'est une stratégie assez simple qui peut être utilisée à toute échelle sur votre page Facebook et qui permet rapidement de la faire croître. Alors, si vous faites ce que je vais expliquer maintenant uniquement sur la partie gratuite, ça prendra plus de temps que si vous le faites en même temps que vous êtes en train d'utiliser de la publicité payante. Ça, il faut le savoir parce que quand vous faites de la publicité payante, une façon d'afficher davantage vos publicités, c'est ce qui est expliqué dans le module sur Facebook Ads, une façon de faire en sorte que votre publicité soit affichée dans le flux des internautes, c'est de la lier à votre page. Et le résultat, c'est que certaines personnes ne vont pas cliquer sur la pub ou sur l'offre, mais vont cliquer sur le nom de la page et vont cliquer sur j'aime. Donc vous allez augmenter rapidement votre nombre de fans. Donc le fait d'utiliser à la fois la stratégie gratuite que je vais expliquer dans ce module et les stratégies payantes que j'explique dans l'autre module vous permet d'avoir un effet plus rapide parce que vous allez faire croître cette audience captive, ce trafic captif de fans en même temps que vous êtes en train d'essayer de récupérer des emails ou des acheteurs. Il y a plusieurs outils possibles, plusieurs utilisations possibles de l'outil Facebook. Donc je vais très rapidement en couvrir certaines. Facebook peut être utilisé comme outil publicitaire. Première utilisation. Servant à faire directement la promotion de produits ou services à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Je peux utiliser Facebook comme outil de fidélisation de clients existants, en apportant du contenu, de la valeur ajoutée et la promotion de nouvelles offres. Je peux aussi l'utiliser comme outil de feedback, comme outil pour récolter de l'information, faire des sondages sans avoir besoin de contacter toute ma liste email. Donc sans avoir besoin de solliciter les gens de façon active par mail, je peux en fait récupérer des retours et des suggestions de mes clients. Et enfin, il peut aussi être utilisé en tant que carte de visite. J'en parlerai rapidement. Ça ouvre des portes en fait. Le fait d'avoir une audience qui est visible. La taille de votre mailing list n'est pas ouvertement mesurable sur le web, à moins que vous mettiez le petit nombre d'inscrits sur votre liste que vous permet d'avoir certains autorépondeurs. Mais c'est une mesure, on va dire, qui est moins visuellement parlante pour un annonceur, pour un partenaire potentiel, pour un éditeur, que le nombre de fans que vous avez sur votre page Facebook, le nombre de... Alors, on dit followers sur Twitter, ce qui se traduira en français par disciples, je dis ça de façon un petit peu moqueuse, mais le nombre d'abonnés que vous pouvez avoir sur Twitter ou sur une autre plateforme. Les conseils que je vais vous donner là, je vais vous donner encore une fois, vous le savez, entre les stratégies et les techniques, qu'est-ce que je préfère vous donner? Je préfère vous donner les stratégies. Parce que les conseils que je vais vous donner là, en ce moment, ils marchent super bien sur Facebook, ils marchent super bien sur d'autres plateformes plus émergentes comme Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Mais de mon point de vue, ils vont continuer de fonctionner pendant des années sur les futurs réseaux sociaux. Avant de commencer, la première question à se poser, c'est quel réseau choisir? Je vais vous donner des conseils issus
de Facebook est généralisé aux autres réseaux, ça ne veut pas nécessairement dire que le meilleur réseau social pour votre entreprise soit Facebook. Une des personnes que je suis, qui s'appelle Sonia Simone du blog copyblogger.com, Sonia fait partie d'un mastermind dont je fais partie aux États-Unis, et Sonia a une audience de gens qui sont des entrepreneurs, qui sont des créatifs et qui aiment communiquer du contenu, qui acceptent l'idée de faire du marketing si on leur dit qu'ils peuvent faire du marketing en faisant du contenu, mais qui ne se voient pas comme étant des marketeurs, qui se considèrent, ils ont appelé leur groupe le Third Tribe, comme une troisième tribu, entre les blogueurs et les marketeurs, et ils ont dit, nous on a notre public qui blogue et qui font du marketing, mais qui ne se voit réellement ni dans une case ni dans l'autre. Et ils se sont aperçus, en ayant les mêmes publications sur des réseaux sociaux différents, sur Google+, et sur Facebook, que les réactions qu'ils avaient et le retour qu'ils avaient de la part de leurs clients n'étaient pas le même. Donc c'est important que vous puissiez vous rendre compte, si vous testez différents réseaux, qu'il y a des endroits où votre public ne se trouve pas. Par exemple, mon public se trouve très peu sur Twitter. Alors qu'on pourrait dire, mais oui, mais c'est un média qui est quand même assez utilisé par des professionnels, etc. C'est beaucoup utilisé par des professionnels, et je n'utilise pas le terme de façon agressive ou dérogatoire, d'accord ? Mais c'est beaucoup utilisé par un professionnel plus technophile, donc un peu plus geek. Et ce public-là n'est un peu moins mon public. Les gens qui aiment bien les ordinateurs, parce qu'ils aiment bien les ordinateurs, sont un peu moins mon public. Je suis ingénieur en informatique, hein, donc c'est pas une insulte envers les gens qui adorent l'informatique. Mais de façon générale, quand l'entrepreneur tombe sur mon site qui parle de comment augmenter son marketing, il pense ouais c'est génial, je vais pouvoir vendre davantage, communiquer avec mes clients, vendre mes produits. Quand j'ai un designer web ou un infographiste ou un technicien web qui tombe sur mon site, il regarde et il fait « Ah, la blague, son code HTML n'est même pas valide avec les normes CSS3. » Ce deuxième public qui est très présent sur Twitter, vous blaguez, mais c'est le genre de commentaires que j'ai sur Twitter, c'est genre, comment tu peux donner des conseils de marketing alors que ton code HTML ne valide même pas sur le validateur de HTML5 ? Je me dis, c'est pas la validation HTML5 qui fait que quelqu'un va acheter le produit ou pas. Combien d'entre vous ne savaient même pas que ça existait, la validation HTML5 avant cette petite présentation ? Donc c'est important que vous vous posiez la question de démographie. Si vous vous adressez à un marché de femmes, eh bien, il y a beaucoup de chances que votre public soit davantage actif sur Instagram, Pinterest, les médias qui mettent beaucoup en valeur les images. Ça dépend évidemment de la thématique, d'accord ? Un public de femmes professionnelles sera plus sur LinkedIn qu'un public de femmes qui cherchent des conseils pour sa déco de mariage. Si vous allez sur Pinterest, Instagram pour promouvoir ce type de produit, déco de mariage, coiffure, des choses comme ça, des arts visuels, eh bien votre public sera davantage sur ce média que sur certains autres médias qui sont plus à un format textuel. Est-ce que vous me suivez sur cette logique ? Donc c'est important de faire ce choix au départ. Maintenant, la question c'est, à quel moment est-ce que je crée un compte sur ces médias ? Ma réponse est, si vous le pouvez, créez un compte tout de suite partout. Pourquoi ? Pour réserver votre nom, le nom de votre société, le nom de vos marques et produits phares. Même si vous ne vous servez pas du compte, il vaut toujours mieux le posséder. C'est comme posséder le nom de domaine avec votre nom.com ou le nom de la société en .com. C'est juste pour éviter d'être dépité plus tard quand quelqu'un l'aura déjà pris avant vous. Parce que même si vous avez un dépôt de marque, si la personne ne fait rien qui soit de la concurrence déloyale envers votre marque, elle a juste réservé le nom parce qu'elle s'était dit un jour je vais démarrer une activité, ou quelqu'un est tombé sur votre blog et s'est dit tiens, le marketeur français, c'est original comme nom, eh bien je vais créer un compte Twitter qui s'appelle le marketeur français et ne jamais m'en servir depuis 2011. Eh bien ce compte il existe, vous ne pouvez rien faire. Alors c'est techniquement possible de le récupérer, mais c'est long, c'est difficile, ça ne vaut pas les efforts que vous allez y passer. Donc si vous pouvez créer les comptes, faites-le. Même sur les plateformes que vous n'utilisez pas pour le moment, faites-le juste pour réserver votre nom, votre identifiant habituel. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on commence à l'utiliser et quel temps on y passe ? Eh bien, pour moi, le temps que vous passez sur ces plateformes de réseaux sociaux, c'est à passer en majorité sur la pub. Et quand vous ne passez pas le temps sur la pub, c'est le minimum de temps possible en éditorial. Éditorial, c'est créer du contenu. Je vais donner des conseils pour vous expliquer qu'il vaut mieux éviter d'être dans la création de contenu. Mais il faut en publier beaucoup. Donc,
On va voir dans un instant comment c'est possible de remplir ces deux critères en même temps. Il y a un paradoxe des nombres sur les réseaux sociaux. On vous donne beaucoup de chiffres. Plus un réseau est mature, plus il vous donne de chiffres. Aujourd'hui, Facebook, alors où je fais cette vidéo, est un réseau très mature, ce qui veut dire qu'il vous inonde de chiffres et de statistiques. Si vous avez créé une page Facebook, vous avez le nombre de fans, la croissance de vos fans, le nombre de fans désabonnés, le nombre de personnes qui en parlent, le nombre de personnes actives, le nombre de personnes qui aiment quelque chose sur la page, qui laissent un commentaire, qui partagent sur la page. Et vous avez encore d'autres données supplémentaires sur les personnes en question, les pages les plus liées, etc. Il y a une foule de chiffres et de nombres. Vous pourriez y passer des heures tous les jours et ne pas encore avoir vu tout ce qui est disponible. C'est un piège, parce que vous pourriez y passer des heures tous les jours et que ça ne vous rapporte rien d'y passer des heures tous les jours. Donc parmi les chiffres, qu'est-ce que je regarde? Eh bien, parmi les données, il y a des données qui sont, de mon point de vue, peu intéressantes. La donnée agrégée sera intéressante, mais la donnée point par point est inintéressante. Il y a des gens qui vont vous dire, alors on a posté ça et ça et ça et ça et ça, et on voit que le nombre de j'aime sur tel post est supérieur que le nombre de j'aime sur tel autre message. Peu m'importe. Le nombre de retweets, peu m'importe. Ce qui m'intéresse de façon globale, c'est combien est-ce que j'ai de gens qui sont un public captif. Donc les fans, les abonnés, les suiveurs, les gens qui sont abonnés pour suivre notre information. J'utilise ici le terme de trafic captif parce que ces personnes m'ont donné l'autorisation d'afficher des choses dans leur flux, quel que soit le réseau social. Cependant, encore une fois, cette ressource-là n'a pas autant de valeur pour vous qu'une liste d'emails. Un fan Facebook, combien ça vaut? Est-ce que quelqu'un a une idée? Combien vaut par mois un fan Facebook? La réponse est ça dépend. Quelqu'un a dit rien. Je vais vous donner le début d'une phrase et il manque 2 mots et vous allez me dire quels sont les 2 mots qui manquent. Un fan Facebook, quelqu'un qui est inscrit sur Facebook et qui aime une page, rapporte en moyenne 1 euro par mois. Il manque 2 mots sur cette phrase. Rapporte en moyenne 1 euro par mois à Facebook. Tout comme un abonné email à votre liste, on estime qu'en moyenne, il devrait vous rapporter environ 1 euro par mois. Ça veut dire que vous monétisez correctement votre audience. Un fan Facebook sur votre page ne vous rapportera pas à vous 1 euro par mois. 1 euro par... Oui. Facebook vend de la pub. Je demandais comment est-ce que Facebook monétise. Facebook vend de la pub. Donc, c'est l'argent payé par les annonceurs. En gros, si Facebook a 1 million d'utilisateurs dans un pays, ils vont avoir environ 1 million d'euros de CA publicitaire généré dans ce pays pour toucher ces personnes-là. Donc, pour vous, par contre, la valeur, elle est infinitésimale par rapport à ça. Elle est quand même utile, c'est bien de les avoir, ces fans, ils servent plusieurs objectifs, dont celui de pouvoir leur vendre vos produits, mais elle est très faible. Donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant de faire nos publicités pour essayer d'obtenir un email que de faire des publicités pour avoir un follower ou un fan. Et ce, quel que soit le réseau. Le nombre de personnes qui en parlent ou la portée, c'est une métrique utile. Je ne fais pas une obsession dessus, mais je choisis une de ces métriques-là, parce que ça me permet de voir si les publications que je fais restent pertinentes par rapport à mon public. Donc sur notre page, où on a, à l'heure où je parle, on doit être aux alentours de 125 000 fans, peut-être un petit peu plus. Si sur 125 000 fans, Facebook me dit que par semaine, je touche environ 500 000 personnes, c'est bon signe. Ça veut dire que ma pub, pas mes pubs, mais mes articles, mes messages et mes photos s'affichent à mes fans et aux gens qui sont amis de mes fans. Donc c'est bon signe. Maintenant, si 6 mois plus tard, j'ai plus de fans, mais ce chiffre est toujours à 500 000 ou à baisser, ça veut dire que là, clairement, on est en train de leur donner trop de fast-food et pas assez de contenu de qualité pour que ça continue d'être présent dans le flux de davantage de personnes. Donc c'est utile de savoir non seulement qui est abonné chez vous, mais aussi combien de personnes voient ce que vous publiez dans l'ensemble. Un point très important, c'est donc de mesurer le nombre de fans de façon absolue, ça c'est important, et le nombre, la portée de vos messages de façon relative dans le temps.